turbo, il est là pour capter l'air ambiant par le filtre à air et que lui va comprimer à l'intérieur avec la turbine et ça va envoyer une pression dans la chambre de combustion pour avoir une suralimentation au niveau du moteur et avoir une poussée beaucoup plus franche. Alors, sur le principe, ça paraît simple quand c'est expliqué comme ça. Par contre, c'est la mécanique des fluides. Quand on comprime de l'air, on augmente la température. Tout à fait. Les turbos, on les trouve également sur les moteurs diesel qui fonctionnent par compression du comburant. Est-ce qu'il y a des adaptations à mettre en place? Si, il y a beaucoup de choses. Il y a des paramètres à côté. La gestion moteur, elle change parce que quand tu mets de la pression, il faut augmenter la pression d'essence. Il y a le cliquetis, il faut contrôler plein de paramètres qui gèrent justement cette pression qu'elle va recevoir pour ne pas détruire un moteur parce que un coup de cliquetis, c'est un moteur qui est détruit. Et le diesel, comme le moteur à essence, ça fonctionne exactement pareil. C'est quelque chose qui doit s'adapter en fonction des régimes ou alors c'est une surpression constante? Non, elle n'est pas constante. C'est des pressions qui est justement gérées par des vannes pour réguler, pour pas avoir une surpression dans l'admission non plus, parce que sinon tout va péter. Donc elle va réguler, elle va prendre la pression qu'elle a besoin. Ça peut être de 950 grammes jusqu'à 1 bar 2, 1 bar 5. Ça dépend le type de moteur et ça dépend de la préparation du moteur. Comment est entraîné le turbo? Le turbo, il est entraîné par l'air. C'est l'air qui lui fait tourner. L'air d'admission? D'admission. D'accord, c'est donc de l'air qui est forcé à l'entrée. Dès qu'on démarre la voiture, le turbo, lui, il tourne. Il va tourner à son régime normal. Et plus qu'on va aller chercher le régime, plus elle va prendre des tours par rapport au moteur. Comment ça se passe? Puisqu'on a évidemment beaucoup plus de gaz d'échappement, puisqu'on a une combustion plus rapide, on a plus de gaz d'échappement à gérer. Comment on gère ça? Après, c'est géré par le turbo. Il y a deux phases. Tu as du côté admission et du côté échappement. Ouais. Donc tout ça, tu as la turbine ADI, pareil à l'échappement. Elle va évacuer de là. Est-ce que les deux sont mécaniquement liés, Oui, la oui, turbine oui. d'admission et la turbine d'échappement? Tout à fait, oui. Ok. C'est une forme assez particulière. Le turbo, c'est une forme d'escargot, on appelle ça. Il y a un escargot d'admission et la sortie d'échappement. D'accord. Donc l'escargot, l'admission, c'est celui qui va capter l'air et il va broyer à l'intérieur et après, lui, il va être injecté à l'admission où ça passe par un échangeur justement. Donc le temps qu'elle se remplisse pour refroidir l'air. Plus qu'on refroidit l'air à l'admission, c'est plus qu'on a un développement moteur différent. D'accord. Techniquement, on va avoir plus d'oxygène quand on refroidit l'air, puisqu'on a tendance à le détendre. La mécanique des fluides veut qu'à haute température, on augmente encore davantage le volume. C'est ça. Le turbo, à la base, c'est un outil qui a été inventé au siècle dernier par Porsche, qui servait à faire des économies. On l'a vu se multiplier dans les voitures de série au moment du premier choc pétrolier en 73. Et puis petit à petit, il y a eu cette fameuse guerre entre les turbos et les GTI. Il a fallu faire un choix pour beaucoup. C'est devenu un outil de performance par la suite, le turbo. Effectivement, aujourd'hui, on retrouve même sur les petits véhicules de 3 cylindres, aujourd'hui des petits moteurs de 1200 cm3, c'est suralimenté par le turbo. C'est-à-dire, c'est ça qui va donner la force au moteur. Est-ce qu'on a une idée du pourcentage de puissance ramené grâce au turbo? On se rappelle que les 2 litres atmosphériques, à l'époque, 306 maxi par exemple, on soufflait 300 chevaux avec un moteur de 2 litres. Ouais. Aujourd'hui, on souffle beaucoup plus potentiellement avec un petit moteur d'1,6 litre. Ouais, c'est ça. Ouais. T'as une idée du ratio? Ça peut varier, ça dépend, justement, ça dépend le facteur de gestion, comment ça a été amélioré pour avoir justement une cartographie pour faire fonctionner au maximum le petit moteur. Mais là, c'est des ingénieurs qui travaillent là-dessus. C'est eux qui savent. En compétition, on a ce qu'on appelle une bride à l'admission d'air, dont le diamètre est parfaitement établi. Ouais. Où est l'intérêt à ce moment-là de rouler avec un turbo? L'intérêt, c'est la Fédé a voulu que ces voitures-là aillent pas au-dessus des nouvelles générations de voitures, parce que si on enlève la bride dans notre voiture, on aura plus de 300 chevaux. Donc ça va être des voitures. Oui, à l'époque, il y avait la guerre entre les Atmos, les Maxi et donc les ils ont turbos. fait des voitures aujourd'hui qui sont bridées pour pouvoir être à peu près dans les mêmes règles qu'un moteur normal. Alors, toi, tu as été le premier pilote Subaru à La Réunion. Ouais. Est-ce que, par jeu, tu as déjà mesuré une préparation sans admission? Ça sort combien de bourrins, une Sub GT comme tu l'avais à l'époque? Alors, une GT, pour avoir fait ici avec l'ingénieur finlandais, Asko, on a réussi à récupérer dans un moteur de GT quasiment 450 chevaux. Quoi.
sans bride d'admission, Sans on bride sort d'admission. 450 bourrins. Ouais. Où est l'intérêt du turbo? C'est une plage d'utilisation qui est beaucoup plus grande ou au contraire, ça a tendance à la réduire par rapport à un Atmo? Ben ça réduit. En fait, le moteur turbo, t'as pas besoin de monter dans les tours maxi. C'est-à-dire, tu as une courbe de puissance où il y a le coupe moteur. C'est à partir de là où tu vas Alors, le coupe, passer. c'est ce qu'on appelle la force. Voilà, la c'est- force. C'est à partir de là que tu dois passer tes vitesses. Et plus que tu es dans le coupe moteur, c'est plus que tu vas avancer plus vite. Tu passes beaucoup plus de rapports Voilà. sur une voiture turbo. Toi, tu l'as Ouais. connu au début Ouais, de la ouais, GT ouais. dont je parlais dans les années, fin des années 90, C'est ça. 97. T'étais sans arrêt en train de bricoler ton. Puis il n'y avait pas de séquentiel à l'époque. ça, ouais. On bricolait non-stop. Hein. Ouais, effectivement. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la boîte de vitesse, elle est censée encaisser beaucoup plus Ouais. en compète? Ouais. Bah aujourd'hui, les boîtes qu'il y a aujourd'hui, comme il y a les boîtes séquentielles, c'est prévu prendre des coupes moteurs supérieures à ce qu'on a connu en arrière depuis un moment. C'est-à-dire le couple, alors la force, la courbe de couple dont parlait Johnny, ça se mesure en newton-mètre. En Hein. newton-mètre. On arrive à en sortir combien? Ben moi, par exemple, sur la soupe que j'ai aujourd'hui, elle est à 62 newtons. C'est un tracteur. Hein. Ouais, c'est un tracteur, ouais, effectivement. C'est impressionnant. Hein. Ouais. Sur une plage d'utilisation de combien de tours? Tu as un ordre de Alors, grandeur? 4500 à 5000 tours minute. On a 500 tours d'exploitation Ouais. où on sort 62 Après, Nm. voilà. Après, tu peux y aller au-dessus, mais tu es saturé. D'accord, Voilà. aucun intérêt. Voilà, elle casse la figure. D'accord. Donc, alors, nous, en compétition, pour pouvoir gérer ça, des fois, on fait des petits freinages pied gauche, c'est-à-dire tu freines la voiture pour qu'elle remplisse et tu as la puissance qui repart. Autre, j'allais dire problème, autre habitude à prendre quand on roule avec un moteur turbo compressé, certains rookies cette année découvrent le Ouais. fonctionnement d'un moteur turbo, c'est l'entraînement lors de la phase de décélération. Quand on lève le pied de l'accélérateur, la voiture, on a le sentiment qu'elle continue de pousser. Bah oui, mais après tout ça, c'est alimenté avec, tu sais, des cantos avec des bangs supplémentaires. C'est-à-dire le bang, il est là pour garder un régime moteur. Alors le bank, c'est quoi? Le bang, c'est les imbrûlés qui passent dans la chambre de combustion, qui donnent des explosions. D'accord, Mais tu as un temps de réponse beaucoup plus réactif. d'accord. Voilà. Tout à l'heure, tu nous parlais de Westgate. Ouais, ben la Westgate, elle sert justement à gérer une soupape à l'intérieur pour laisser échapper de la surpression qu'il y a. Alors Westgate, littéralement, c'est une porte de sortie. gaz, Voilà. de gaz déjà comburé. Donc Hein. voilà, On est d'accord. dans l'admission pour pouvoir laisser échapper à l'échappement. Dans le domaine de la pousse ou de la préparation automobile, je vais rester politiquement correct, on parle de compresseur et on parle de turbo. Quelle Ouais. est la différence entre les deux? Quelle est la différence basique c'est entre un deux- turbo et un compresseur? Ben, le compresseur volumétrique, c'est un truc qui est direct. C'est-à-dire, dès que tu t'engages à accélérer, ben, elle va être là permanent. Et Le principe turbo- de fonctionnement est le voilà. même, c'est on comprime de l'air à Voilà. l'admission? Et le turbo, lui, il va se remplir d'abord. Après, tu auras de la puissance. D'accord, une réponse moins immédiate, Voilà. mais plus constante, Plus constant. on va dire. Ok. C'est ça. Avec toute cette expérience que tu as avec les moteurs turbo, tu te verrais revenir sur une voiture Atmo? Oui, ben, j'ai conduit des voitures Admo. Hein. Ah ben oui. Non, ça me gêne pas. Hein. Des fois, je roule dans des voitures Admo et je roule comme en compétition. C'est vrai qu'il faut aller un peu plus loin dans le régime, mais ça change rien. C'est-à-dire que demain, on te propose de rouler un rallye avec une Clio R3, c'est la banane. Ouais, ben, j'aimerais bien. Alors, j'ai débuté si ma mémoire est bonne, en 2007 au rallye de Saint-Joseph. Donc, donc. À domicile, c'était avec Bruno Prunière, c'était pas prévu. Donc, il est arrivé un jour, on travaillait ensemble chez Dindar Auto, on était vendeurs d'occasion. Et un soir, il m'appelle pour me dire qu'il a acheté un véhicule de rallye à Dominique Waro, c'était une 206 2 litres, et qu'il me faisait le plaisir de réaliser mon rêve, qui était de faire au moins une fois un rallye dans ma vie. Bon, ça a commencé avec Bruno, c'était en F2000, hein, il était en C'était en F2014 tout à fait. à l'époque, Tout à fait. le jeune frère de Patrice Prunière. Hein, Tout à Bruno. T'as continué, le virus a été immédiat. Ah, c'est un peu grâce à toi, tu sais, tu connais mon On va pas histoire. revenir là-dessus, les petits jeunes, ça va les faire vibrer. Donc, au bout de 3 rallyes, Thierry avait fait une sortie de Thierry route en Laolong. métropole. Oui, Thierry Laolong. Il avait fait une sortie de route en métropole. C'était à Nantes, si ma mémoire est bonne, non? À Non, Mende. non, c'était à Mende, ouais, la sortie de Mende. Avec Paul.
Et Paul était blessé, il avait besoin d'un copilote. Et je me souviens que tu étais venu me voir pour me proposer le poste de copilote avec Thierry pour débuter l'année 2008. Thierry, qui à l'époque avait déjà il avait 10 ans d'expérience quasiment. Hein. Il avait un sacré coup, mais c'était pas encore le top pilote qui allait chercher la victoire au scratch. Au scratch, il n'avait pas la voiture. Par contre, il avait déjà eu une victoire scratch parce qu'il était déjà pilote officiel Peugeot Sport et il était déjà champion Groupe N. Donc c'était quelqu'un qui avait déjà une sacrée expérience et déjà une très bonne pointe de vitesse. Tu te rappelles de la voiture? Avec lequel j'ai commencé avec lui? Ouais. Oui, c'était la 206 CAC bleu Groupe N. N3. VPK. N3, tout à fait. En face de vous, il y avait de la Subaru et de la Mitsu. Il y avait donc. Il y avait Johnny Picard, il y avait Bertrand Assingne, il y avait Patrice Prunier sur la Mitsu de Farouk, il y avait Dominique Valentin. Donc il y avait du coq, hein. Il y avait du coq. Il y avait des pointures et je me souviens que souvent on se retrouvait au milieu des groupes A et des groupes N qui faisaient énormément de bruit et on était une petite 206 qui passait quasiment inaperçue. Et même sur les spéciales, les gens nous disaient qu'ils nous entendaient même pas arriver. Mais je me souviens que première course à Saint-Paul, on était déjà dans le top 10, scratch, et on a fait des sacrées courses avec cette voiture. Peut-être un ou deux rallyes l'année où le Peugeot Sport a arrêté. Ouais. Donc c'est en 2019 où j'ai fait un petit break parce que j'en avais besoin et j'avais fait une course avec Farouk, on était sorti violemment à Piton-Saint-Leu. Et ensuite, oui, je crois que j'avais coupé 2 courses avant de reprendre avec Thierry suite au pépin, je vais dire physique, de Jeff. Oui, je peux te les donner. Hein. Bruno Prunière, Thierry Laolon, Farouk Moulan, Damien Dorseuil, Anthony Bruni, Idriss Gangat. Ça fait quand même une jolie moisson hein, en moins de 20 ans, en une quinzaine d'années, quoi, grosso modo, puisque maintenant tu es avec Thierry depuis un moment. Ça fait quand même pas mal de pilotes. Tu as également beaucoup roulé en métropole grâce à Farouk, notamment. C'est toutes les courses en métropole, à part 3 courses avec Damien. Toutes les courses, c'était avec Farouk, qui m'a fait rouler dans des très 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 belles voitures et qui m'a fait connaître la métropole et qui m'a donné vraiment une expérience, surtout dans le rapide, où le copilotage n'est pas du tout la même chose qu'à La Réunion. Alors, on a coutume d'entendre, pas de dire, en tout cas, moi je m'en garde, on te parle du circuit réunionnais en disant « ouais, mais c'est super technique ». En fait, c'est super lent, ce qui ne veut pas dire que le rapide ne soit pas technique, bien au contraire. Bien au contraire. Les virages en aveugle, cachés, où tu passes à fond de 4 et tu vois pas derrière, où il y a des angles de volant, franchement, c'est super technique. Et puis il y a des appuis aéros, enfin c'est particulier quand même. Hein, énormément d'appuis aéros. Et puis, comme tu connais bien, on a fait énormément de rallyes dans le nord de la France, où le grip est vraiment précaire par rapport à La Réunion. Et avec des gros appuis latéraux, sans grip à haute vitesse, je peux te dire que souvent on serre les fesses sérieusement. On a intérêt à caler la voiture. Voilà. Est-ce que tu sais combien de victoires scratch tu as à ton actif? Est-ce que tu tiens le compte? Non, sincèrement non, je sais pas. Le nombre de spéciales que tu as disputé? Non plus. La plus fun, c'était avec Anthony Bruni. Ça n'est pas étonnant déjà. Dans la source, en 2016, au rallye de Saint-Leu, où franchement, je n'ai jamais roulé avec un pilote, où il se marrait tout le long de la spéciale et on a déconné, mais on a fini par sortir de la route aussi. Mais c'était vraiment fun avec lui, oui. Toboggan. C'est la carrosse dans tous les sens. La spéciale de carrosse, après particulièrement, Thierry et moi, on aime beaucoup. Et je te rajouterai aussi Piton-Hyacinthe, parce que c'est une spéciale... C'est chez vous, ça. Hein. C'est quasi imbattable. Ça tient à quoi? Il a une aptitude particulière sur ses routes. Je ne sais pas où il est passé, s'il avait des copines là-haut avant. Ne balance pas. Non. Mais franchement, il a une aptitude particulière, surtout dans la deuxième partie. Quand on attaque le béton, quand on attaque à droite. Quand on attaque la partie cabeau, sincèrement, j'ai des frissons quand je te parle de ça parce que il adopte un rythme, c'est infernal. C'est quoi ce qui se dégage de Thierry dans Piton-Hyacinthe? C'est de la sérénité ou c'est une hyper concentration? C'est de la sérénité. Il a une aptitude particulière à passer les virages,
à pouvoir rouler un ton au-dessus dans cette partie, naturellement, sans se faire de frayeur. Et je sais pas pourquoi, c'est inné en lui, je pense. J'ai une petite anecdote, on roulait en 2008 en 206 N3, et à l'époque, la spéciale se faisait en descendant. Oui. Ça se Et il y faisait- avait des radiers. et il y avait des radiers. Et on avait fait le scratch en Groupen à l'époque. Je peux te dire que dans une 206 M3, aller battre les Mitsu M4 en descendant dans Python-Hyacinthe, il fallait vraiment le faire. Et j'avais comparé aussi, tu vois, j'avais regardé ses temps Auto-Roto 2003, où il roulait en Super 1600, où il y avait énormément de Il y avait corps, du level. Hein. il y avait du level. Il s'était fait mettre tout le rallye. Mais alors là, tout le rallye, il s'était pris des branlées. Par contre, il fait le scratch dans Python-Hyacinthe. Les cailles. Ah ouais. Tu te souviens de la spéciale des cailles? Revêtement bien pourri. Et puis dans les champs de canne avec aucun repère où tous les virages se ressemblent, il fallait être super concentré, super concentré. Bon, pour rien te cacher, hein, j'y suis passé récemment en prévision du rallye de Saint-Joseph 2024. Du côté de Lazare-Réunion, on sait que c'est une spéciale très compliquée à sécuriser. Le revêtement est compliqué également. Puis on est de nuit, les cailles, on est dans un trou bébête. Ah oui, mais c'est Faut aucun signaler à repère. l'heure tous les 100 mètres. Hein. Oui, aucun repère. Et puis c'est super serré où tu n'as pas le droit à la faute. Et il faut tout le temps adopter un très bon rythme. Enfin, faut, je dirais même attaquer pour faire un temps. Et là, c'est vraiment compliqué. Il faut vraiment être dedans et vraiment être concentré. Moi, ce qui me motive, c'est d'accompagner Thierry. Aujourd'hui, si ce n'était pas pour Thierry, je me serais déjà arrêté, sincèrement. Parce que le rallye, comme tu sais, ça prend énormément de temps. Et j'ai d'autres priorités dans la vie. Tu sais que j'ai beaucoup de sport à côté. J'ai le paddle, j'ai le crossfit. Je m'investis énormément dans le paddle ces derniers temps. Donc ça me prend du temps. Thierry, j'arrive pas à le lâcher comme ça. Mais comment vous trouvez, je vais pas te faire du Johnny Hallyday, mais l'envie d'avoir envie? Thierry, c'est sa passion. Il vit pour le rallye. Il a son travail, sa famille. Puis il accompagne son fils qui derrière tape à la porte. Hein, Il accompagne son fils qui tape à la porte, qui fait un très gros boulot au niveau assistance ou gestion de tout ce qu'il y a en amont de la course. C'est aujourd'hui son fils qui gère énormément de choses. Et c'est vraiment un ami aujourd'hui, Thierry. C'est-à-dire, on a une relation particulière tous les deux. Je ne pourrais pas le lâcher comme ça. Il faudra vraiment trouver quelqu'un avec qui il puisse être en 9 mois. La question s'est posée hein, pour le Saint-Leu cette année. Hein. La question s'est posée pour le Saint-Leu. Au départ, tu sais, je dirais même pour la saison, parce qu'au départ, j'avais proposé à Souka. Donc, si Souka avait dit oui, je pense que je n'aurais pas été dans le paquet de droite Saint-Leu et je pense toute la saison. Sauf qu'il a eu un autre projet aujourd'hui avec Mehdi, qui s'est concrétisé et je suis très content pour eux. Ce qui a amené à ce que je sois encore là. Mais il faudra trouver quelqu'un à terme, je pense, pour me remplacer. Objectif? C'est ce qu'il me dit tout le temps. Il me dit, Balbo, j'en profite tant que j'en ai les moyens, les capacités physiques et financières, bien sûr. Et prenons du plaisir avant tout, parce qu'on ne sait pas quand est-ce que ça s'arrêtera. Voilà. Il prend souvent l'exemple de Philippe, défunt Philippe Mette, qui a prolongé jusqu'à très tard sa carrière et qui a été vraiment performant jusqu'à très tard. Ah oui. Voilà. Je pense qu'à un moment donné, c'est vraiment, c'est physiquement la raison pour laquelle il s'est arrêté et je pense que ça sera pareil pour Thierry.